Bonsoir tout le monde. Bienvenue pour cette webconférence de Anima, ex-assiette végétale. Anima France, donc, via une webconférence animée hébergée par Altruisme Efficace France. On va avoir la chance d'entendre Morgane, Kevin et Marine qui vont parler plus tard. Evan et Euh, Morgan, oui. Oui. je, je dis, je dis Non, pas, Kevin, Marine pourra répondre aux questions, mais elle participera pas à la présentation. autant pour moi. Je te fais un petit peu peur, Marine. Euh, et du coup, pour introduire brièvement Altruisme Efficace France, donc Altruisme Efficace France, entre autres choses, essaie de mettre en avant les principes de l'altruisme efficace en France, qui consiste à se demander quels sont les meilleurs moyens qu'on a d'avoir un impact dans le monde, puis de le faire. Et donc Anima France est un assez bel exemple de cette démarche, puisque donc tout ce qui va nous être expliqué là, c'est qu'est-ce que l'association a fait pour se poser des questions sur son impact existant il y a quelques mois, investiguer les alternatives pour répondre au mieux à cette ambition d'impact et d'aider au maximum les animaux. Et voilà, et va nous présenter, donc l'association va nous présenter le résultat de cet effort. Donc, je vais laisser la parole à Morgane puis Kevin. Euh, Et donc, merci pour cette présentation d'avance. Donc, n'hésitez pas en attendant à mettre vos questions dans le chat. Merci Kevin pour la visio et merci Guillaume et Altruisme Efficace France. C'est vraiment une super opportunité. On est très heureux et heureuse de pouvoir vous présenter les fruits de nos recherches. Donc, donc là, on est là pour faire une petite tempête de cerveau pour les animaux. Ce sera une présentation donc, de l'association Anima en partenariat avec Altruisme Efficace France. Et on s'intéressera plus particulièrement à comment on a questionné notre mission et comment on a fixé notre attention sur notre prochaine action, notre prochaine mission pour les animaux. Kevin, peux-tu passer à la slide suivante? Merci. Alors déjà, petite introduction, donc qui c'est qu'on est? Il y a encore quelques jours, nous étions assiette végétale. On a poussé de terre en avril 2018 et on a officié en tant qu'assiette végétale jusqu'à octobre 2024. La mission qu'on s'était donnée, c'est une campagne pour végétaliser les menus de la restauration collective française. On avait pour ça une théorie du changement qui est toujours accessible sur le site internet et que je pourrais vous partager plus tard si vous le souhaitez. Euh, cette association, donc, elle a œuvré pendant 6 ans pour cette campagne-là. Et aujourd'hui, ou plutôt très récemment, celle-ci a changé de nom et de mission associative. On est devenu Anima pour mieux représenter donc, la diversité des campagnes qu'on pourrait être amené à mener pour les animaux, avec toujours comme boussole l'amélioration des conditions de vie des animaux et avec un focus sur les animaux d'élevage qui souffrent globalement beaucoup plus que les animaux qui ne sont pas d'élevage et qui sont comment dire, qui sont relativement oubliés par un grand pan de l'action associative. Et surtout, bah, voilà, c'est pas pour les animaux d'élevage qu'il y a le plus d'argent ou le plus d'actions efficaces. Donc, ils ont vraiment besoin qu'on les aide là-dessus. Et donc, notre association qui s'appelle à présent Anima fait partie d'un réseau plus large qui est un réseau d'associations européennes intitulé Anima International. Il y a des associations qui sont plurielles. Il y en a une en Bulgarie par exemple, une au Danemark, en Norvège, au Royaume-Uni, en Pologne également. Et donc ça, c'est vraiment très bien pour nous parce que ça nous permet de bénéficier des compétences de personnes qui sont diverses, qui mènent des campagnes diverses, qui ont des secteurs aussi de compétences très diverses, et donc de pouvoir bénéficier des connaissances de tout ce réseau. Est-ce que tu peux passer à la suite? Anima, c'est aussi des gens. Et alors, on a la chance d'avoir 4 équivalents temps plein, ainsi qu'une présidente, mais qui ne travaille pas directement pour Anima. Donc il y a moi, voilà, je suis chargée de financement et d'engagement.
Cyril qui est, chargé de campagne, Keivan qui, a été, récemment nommé directeur d'Anima, félicitations, et Marine qui est également chargée de campagne, et Kirsty Henderson est notre présidente. Donc ça, c'est pour l'introduction, mais maintenant, je pense qu'il est temps de passer aux choses sérieuses, et pour ça, je vais passer la parole à Monsieur Keivan Mostafavi. Bonjour tout le monde. Hem, donc je vais parler du processus qu'on a mené depuis environ 6 mois, entre le moment où on a décidé d'arrêter une bonne partie de nos campagnes avec assiette végétale, jusqu'à il y a environ 10 jours, où on a fixé le choix d'aller travailler sur la fin des cages pour les poules pondeuses en France. Et avant ça, comme j'ai déjà fait dans d'autres présentations, j'ai une pensée pour tous les animaux qui sont en ce moment dans les élevages, certains dans la nature aussi. Beaucoup d'entre eux souffrent, notamment dans les élevages, et j'espère qu'on va pouvoir, les aider. Donc voilà. Hem, je vais commencer par les raisons pour lesquelles on a arrêté notre, précédente campagne avec assiette végétale, sachant que on n'a pas arrêté l'ensemble de ce qu'on faisait, on a arrêté la plupart des choses qu'on faisait, et notamment tout l'accompagnement de terrain avec la restauration collective. Donc tout le travail qu'on faisait directement avec, les Crous, avec les collectivités territoriales sur leurs cantines. Par contre, on n'a pas encore arrêté complètement le travail de plaidoyer au niveau national, même si pour l'instant on n'y consacre pas beaucoup d'énergie, mais c'est encore, dans nos radars, sous nos radars. Donc là, je vais expliquer rapidement pourquoi on a décidé d'arrêter notre, précédente campagne donc de terrain avec la restauration collective. La première raison concerne la tractabilité, c'est-à-dire le potentiel d'amélioration, les progrès qu'on pouvait faire. Hem On juge que, même si on a eu des victoires qui étaient, importantes, avec notamment la principale, qui est que l'ensemble des Crous, s'est engagé à faire 50 de repas végétariens d'ici 2030. Donc ça, c'était une, très belle victoire dans laquelle je pense qu'on a joué un rôle. Une autre belle victoire, c'est l'ensemble des collèges de Seine-Saint-Denis qui normalement proposeront d'ici janvier, dans 3 mois, une option végétarienne quotidienne. Là aussi, on a joué, un rôle très important. Donc malgré ces victoires importantes, on pense que la restauration collective est un secteur difficile à faire, bouger, en tout cas directement sur le terrain. Une des raisons principales étant que la restauration collective est gérée par les départements, les régions, les villes, et que donc pour avoir un impact, en tout cas sur la restauration scolaire, il faut réussir à convaincre beaucoup de personnes différentes de changer leurs pratiques, et ça semble compliqué. Donc ça fait 6 ans qu'on travaille dessus, 6 ou 7 ans maintenant. On a eu des bons résultats. Là, on commence à voir les limites aussi de ce qu'on peut faire, directement sur le terrain, et donc cette réserve, par contre, s'applique moins au travail de plaidoyer national, puisque là, si on arrive à avoir une loi qui touche, l'ensemble des cantines scolaires, bah, par définition, on a fait changer tout le secteur, en un seul coup. Ensuite, parmi les raisons qui nous ont poussés à arrêter cette campagne, il y a aussi le fait que la souffrance, épargnée par nos actions à court terme était moins importante que ce qu'on pensait. Donc j'ai essayé de représenter ça sur, un schéma. Donc à gauche, vous avez ce à quoi ressemble le plat moyen, pas végétarien, dans une cantine scolaire. Donc c'est beaucoup de poissons sauvages, beaucoup de viande de bœuf, veau, agneau. Ensuite, un petit peu de cochon, un petit peu de dinde, un petit peu de poulet et un petit peu de saumon d'élevage, et quand on transforme ce plat, non végétarien en plat végétarien, on va arriver sur quelque chose qui en moyenne ressemble à ça, environ un quart d'œuf, un quart de produits laitiers et un quart de plat végétalien. Sachant que, c'est très dur de faire des plats 100 végétaliens, dans les cantines scolaires, en tout cas en 2024. Donc on est sur des plats végétariens, et donc ce qui est important à comprendre, c'est que les plats qui Quelle concentrent la unité, m Keivan? pardon? Quelle unité pour cette, Gaston demande? Donc ça veut dire que si je mets par exemple qu'il y a 13,7 de poulet, ça veut dire que un plat non végétarien moyen, 13 du temps, c'est du poulet. 9 c'est de la dinde, 13 c'est du cochon, et pareil de l'autre côté pour les plats végétariens. OK, et Hem, pardon, je me permets, il y a des questions, sur le chat.
Mattei demande pourquoi il y a 0% de végétal dans le plat moyen non végé. En fait, les camemberts ici ne représentent pas la composition des plats, mais plutôt les types de plats. Donc un plat moyen non végé va être à 25% constitué de poissons sauvages, tandis un plat moyen végé, dans 26% des cas, ça contiendra des œufs, dans 23% des cas, des produits laitiers, et dans 50% des cas, ce sera du 100% végétal. Oui, c'est ça. Quand je mets, œuf, ça veut dire que c'est par exemple, une omelette avec du riz. Ça veut dire c'est disons, c'est la source, principale de protéines, hein. Ça peut être vu comme ça. Hem et donc parmi les plats qui ne sont pas végétariens, les plats qui vont générer le plus de souffrance, ce sont les plats à base de saumon d'élevage, de poulet et de dinde. Je vais expliquer ça dans la slide d'après. Tandis que dans les Mmh. plats végétariens, ça va être les plats à base d'œufs et donc vous voyez que la place que prennent ces 3 plats non végétariens avec le plus de souffrance, enfin qui génèrent le plus de souffrance, c'est à peu près équivalent à la place, que prend les plats qui génèrent le plus de souffrance dans les plats végétariens et je passe à la slide, d'après. Donc là, pour chaque, type de plat, par exemple un plat dont la protéine principale est du saumon, un plat dont la protéine principale est du poulet, un plat dont la protéine principale est du cochon. Pour chacun de ces plats, pour les produire, un animal a dû passer un certain nombre de jours en élevage, hein. Par exemple, pourquoi est-ce qu'un plat à base d'œufs a demandé 5 jours en élevage? C'est parce qu'un plat à base d'œufs en restauration collective, en général, c'est 2 œufs par plat, une omelette de 2 œufs et une poule a besoin en moyenne de passer, 5 jours en élevage pour pondre 2 œufs. Voilà, donc ça nous permet de voir que les plats qui génèrent le plus de souffrance, ce sont les plats à base de saumon d'élevage, à base de poulet et à base d'œufs. Et donc si on revient à la slide d'avant, en fait, finalement, la part de plats qui génèrent beaucoup de souffrance animale ne diminue pas tant que ça quand on passe d'un plat non végétarien à un plat végétarien. Ça diminue quand même, globalement, mais en tout cas, ça diminue moins que ce que nous, on pensait il y a quelques années. En tout cas, dans la restauration scolaire et non dans la restauration universitaire. Oui, c'est ça. Donc voilà, ça c'était la deuxième raison pour laquelle on a arrêté, le fait que la souffrance, «économisée» entre guillemets, la souffrance évitée était moindre que ce qu'on pensait. Et la dernière raison, c'est que notre théorie du changement reposait sur, l'hypothèse que le fait de manger plus végé à la cantine quand on est jeune a un impact de long terme sur les comportements alimentaires. On a fait une revue, scientifique, sur cette question-là et en fait, la science ne s'est jamais intéressée à cette question-là, donc on a quand même des raisons de penser que si on mange davantage végétal et végétarien quand on est jeune, ça va avoir un impact de long terme sur nos comportements alimentaires, mais ça n'a jamais été étudié et donc c'est un argument de plus pour, décider de changer d'intervention. Voilà. Donc quand on met ces 3 raisons-là ensemble, ce sont les raisons principales pour lesquelles on a décidé d'arrêter notre campagne précédente. Donc, en partant de ce constat-là, on s'est dit qu'il fallait qu'on change, parce qu'il fallait qu'on essaie toujours de faire, ce qui est le plus efficace pour, aider les animaux et donc on a décidé de commencer un protocole de recherche pour trouver la nouvelle intervention de notre, association et ce protocole de recherche, nous l'avons mené, grâce à une méthodologie qui est inspirée de l'association Charity Entrepreneurship, qui fait ce genre de choses, c'est-à-dire qu'ils, recherchent, de nouvelles idées que des, militants, militantes pourraient implémenter, notamment pour aider les animaux et cette recherche, on l'a en plus faite en partenariat avec une association qui s'appelle Animal Ask et qui, aide les associations comme nous, à déterminer quelle, intervention mener. Je vais expliquer maintenant, à quoi ressemblait ce processus de recherche. Donc on a commencé, avec quelques rapports préliminaires pour, essayer de bien comprendre la situation, des animaux, d'élevage en France. Donc, à la fois côté, directement nombre d'animaux, donc c'est la capture d'écran que j'ai mise là, c'est en anglais, mais donc c'est, en fait le nombre d'animaux qui sont, mangés par, les Français chaque année. Donc par exemple, il va y avoir environ 6,1 milliards de crevettes qui vont être mangées par les Français chaque année, un peu plus d'1 milliard de poulets, 52 millions de saumons. Voilà et donc on a fait ces recherches préliminaires pour essayer de voir,
simplement quels animaux souffrent le plus, à cause des humains et donc quels animaux ont prioritairement besoin d'aide. Et on a fait la même chose aussi, des rapports, un peu similaires sur, l'état des industries animales en France et de la législation. Donc une fois qu'on avait ces données-là, on est passé, vraiment à la première étape de la recherche en tant que telle, c'est-à-dire qu'on est, vraiment parti de zéro. On s'est laissé beaucoup de marge, pour, penser à des idées originales, des idées, non évidentes. Donc là, je donne, quelques exemples. Une idée, qu'on a générée, c'est de travailler avec, l'industrie de l'élevage d'insectes, qui est très présent en France, pour améliorer les pratiques d'élevage et donc réduire la souffrance des insectes. Une autre idée, ça a été de mener une campagne, pour la fin des cages, pour les cailles, qui est un petit oiseau mignon. Une autre idée, ça a été d'essayer d'interdire préventivement l'élevage, de poulpes en France et en Europe, avant qu'ils ne se développent trop et voilà, d'autres idées comme ça. Donc ça, c'est pas des idées qui sont allées très loin dans le processus, mais c'est pour dire qu'on a vraiment, considéré des idées variées qui touchaient à peu près tous les animaux auxquels, on peut penser avec des méthodes, très différentes. Et ça, c'est une caille. J'ai découvert à quoi ressemblait une caille, grâce à ce processus de recherche. Ensuite, une fois qu'on a, eu généré ces 91 idées, on a, procédé à un premier rapide travail, d'évaluation pour essayer en fait, de trier et de faire une sélection sur les idées les plus prometteuses et donc on a fait ce genre de gros tableau Excel où on a utilisé plusieurs perspectives différentes, pour, évaluer chaque idée. Donc une perspective, par exemple, c'était simplement de demander à des experts, par exemple des experts, des expertes de l'élevage d'insectes, ce qu'ils pensaient d'une, intervention pour aider les insectes. Une autre, façon d'évaluer qu'on a utilisée, c'était, le caractère, tractable, c'est-à-dire encore une fois à quel point on pense qu'on pouvait faire un progrès, sur cette intervention-là. Une autre façon d'évaluer, ça a été d'évaluer à quel point si l'intervention réussit, ça réduirait la souffrance animale et donc on a mis tout ça ensemble, et ça nous a permis de voir quelles idées, ressortaient comme étant les plus prometteuses. Une fois qu'on en était là, on a présélectionné 10 idées, qui semblaient être les plus prometteuses. Je ne vais pas passer trop de temps sur cette slide parce que je vais revenir ensuite, sur, chaque idée de façon un peu plus détaillée. Donc on avait ces 10 idées-là et on a décidé pour, chacune d'entre elles d'écrire un rapport, assez approfondi pour voir, à quel point elle est prometteuse et donc on s'est réparti le travail entre, ma collègue Marine, mon collègue Cyril et moi-même. On s'est réparti le travail entre les différentes idées et on a chacun écrit un rapport, dessus. Alors, la première idée, c'était de travailler à Bruxelles avec la Commission européenne pour faire, du plaidoyer et des campagnes, parce que, dans l'Union européenne, beaucoup de choses se jouent, au niveau européen, et donc, pour aider les animaux, il est utile d'essayer de faire bouger notamment la Commission européenne et donc c'était une idée qu'on avait, cependant on n'a pas écrit de rapport spécifiquement dessus parce qu'on a décidé que ce serait, Anima International au niveau, global, c'est-à-dire l'organisation, globale internationale, qui allait s'en occuper. Donc là, j'ai rangé les idées, en gros de la moins prometteuse à la plus prometteuse, grâce au travail de recherche, qu'on a fait dessus. Donc Marine, a évalué une intervention qui visait à réduire la souffrance des poissons sauvages en travaillant avec les producteurs, et peut-être un peu aussi les entreprises qui vendent, des poissons, pour étourdir les poissons sauvages à bord des bateaux. Donc, en France, on pêche, si je ne dis pas de bêtises, entre 1 et 2 milliards de poissons sauvages chaque année et pour l'instant, en fait, rien n'est fait pour, réduire leur souffrance lorsqu'ils sont pêchés. C'est-à-dire que soit ils meurent dans les filets de pêche, soit ils sont ramenés, à bord des bateaux, ils vont, en fait, agoniser directement dans les bateaux sans que rien ne soit fait pour, réduire leur souffrance et donc on s'est demandé, si on pouvait mettre en place une intervention simplement pour qu'ils soient étourdis sur le bateau et ce qui réduirait en fait beaucoup leur souffrance.
Et donc cette intervention s'est révélée, être très peu prometteuse parce que les recherches que Marine a faites, en fait, nous ont montré que la technologie pour étourdir les poissons n'est pas du tout prête. Enfin, peut-être que pas du tout prête, c'est un peu fort, mais Marine a plus d'informations que moi là-dessus. Mais en tout cas, la technologie ne semble pas suffisamment prête pour qu'une association comme la nôtre, essaye de l'implémenter sur les bateaux. Il y a des financements qui vont, dans le développement, de technologies qui permettraient d'étourdir les poissons, mais donc c'est plutôt pour l'instant au stade de la recherche scientifique et technologique pour créer ces machines-là. Hem, Par contre, un point fort de l'intervention, c'est que si on réussissait à la mener à bien, ce serait beaucoup de souffrances, qui seraient réduites pour les poissons. Et notamment des souffrances, extrêmes, hein, puisque, ce que vivent les poissons lorsqu'ils par exemple, ils agonisent à bord des bateaux, c'est sûrement des souffrances, très élevées. Une autre intervention que, Marine, a évaluée et qui s'est finalement aussi révélée être peu prometteuse, et d'ailleurs je fais un aparté, parce que je pense que avant de mener ce travail de recherche plus approfondi, on était plutôt parti sur le fait que les campagnes, poissons semblaient vraiment prometteuses. Et donc je pense pouvoir dire qu'on a changé d'avis après le travail de recherche, avec, tout ce qu'on a appris. Donc Marine s'est occupée de regarder s'il y avait des choses qu'on pouvait faire en France, hein, pour, réduire la souffrance des poissons d'élevage, soit, enfin, en améliorant leurs conditions de vie et d'abattage. Et ce que Marine a trouvé, c'est que cette intervention semblait être peu prometteuse pour plusieurs raisons. Hem, la première, c'est que, pour l'instant, il n'y a pas de consensus scientifique, sur les demandes prioritaires à faire pour, réduire la souffrance des poissons, d'élevage en tout cas, hormis l'étourdissement. Parce que comme pour les poissons sauvages, il y a beaucoup de poissons d'élevage en fait qui ne sont pas étourdis, lorsqu'ils sont tués, lorsqu'ils sont abattus. Heu, mais donc à part cet étourdissement, en fait, il y a pas grand chose, pour l'instant, qu'on peut, demander aux entreprises avec, un peu de certitude sur le fait que c'est la meilleure demande pour les poissons. Mais ces demandes sont en train d'être développées par, Animal Ask, hein, qui va bosser dessus cette année, donc on aura peut-être d'ici un an, des demandes un peu plus consensuelles, à faire aux entreprises. Heu et donc le corollaire de ce point faible, c'est que la souffrance évitée, grâce à l'étourdissement des poissons d'élevage était assez faible comparée à d'autres interventions qu'on a étudiées comme, les cages, la campagne pour les poulets de chair ou même l'étourdissement des poissons sauvages. Et la raison, c'est assez simplement qu'en fait, le nombre de poissons élevés, n'est pas si énorme que ça. Et donc si on intervient seulement au moment de leur mort, en termes de réduction de la souffrance, c'est moins que ce qu'on peut espérer grâce à d'autres interventions. Même s'il y a beaucoup d'incertitudes sur ce genre de questions parce que ça demande de, comparer plusieurs types de souffrances d'intensités différentes et ça, c'est des choses qui sont très compliquées. Et quelque chose aussi qu'on a, je pense, appris ou compris, hem quand on a fait ce travail de recherche, c'est que c'est peut-être un peu risqué pour notre mouvement de faire une nouvelle demande aux entreprises, donc c'est le troisième tiret, de faire une nouvelle demande aux entreprises alors qu'elles n'ont pas encore bien implémenté, certaines demandes, qu'on a déjà et auxquelles qu'elles se sont engagées à réaliser. Donc je pense notamment à la fin des cages pour les poules et à l'ECC, donc le European Chicken Commitment, pour les poulets de chair, voilà. Et d'un autre côté, un point fort de l'intervention, c'est que, l'étourdissement, ça ne semble pas être une demande trop difficile et donc il y a peut-être une, tractabilité relativement élevée pour cette intervention. Cyril, a étudié ce qu'on pourrait faire, en Europe, en France, pour que les entreprises européennes, donc par exemple, Sodexo, qui ont des opérations à l'international et qui se sont engagées pour l'ensemble de leurs opérations, à arrêter d'utiliser des œufs issus de poules en cage. Il s'est intéressé à ce qu'on pourrait faire pour que ces entreprises appliquent leurs engagements, dans le monde entier. Donc, Sodexo en Inde, au Japon, s'ils opèrent au Japon, je sais pas. Dans tous les pays dans lesquels ils opèrent, arrêtent d'utiliser des œufs de poules en cage. On a trouvé que c'était aussi relativement peu prometteur. Une première raison est que finalement, les entreprises européennes qui ont des opérations à l'international
n'utilisent finalement pas tant d'œufs que ça. On pense que ça affecterait environ 4,5 millions de poules au plus, ce qui est évidemment énorme, mais ce qui comparé à d'autres interventions qu'on peut mener n'est pas si énorme que ça. On a aussi constaté, et c'était, sûrement un peu prévisible, que c'est compliqué d'avoir un impact en fait dans d'autres continents en opérant depuis l'Europe. Il faudrait pouvoir se coopérer, très efficacement avec des associations, par exemple en Inde, pour faire des campagnes de pression communes. Et encore, c'est même pas dit que si Sodexo en France, par exemple, demande à sa branche, indienne d'arrêter d'utiliser des œufs cages, la branche indienne, elle a aussi de la latitude pour faire ce qu'elle veut. Donc voilà, disons la route, jusqu'à l'impact final semble un peu compliquée. Et ça semble aussi compliqué pour notre équipe à ce stade. Donc, on est, encore, nouveau, dans ce type de campagne qu'on appelle des campagnes entreprises, des corporate campaigns. C'est pour l'instant là, c'est nouveau pour nous, et donc réussir à mettre suffisamment de pression sur de grosses entreprises dans différentes parties d'Europe pour qu'elles changent leurs pratiques, c'est peut-être encore un peu compliqué pour nous, mais peut-être que ça changera à l'avenir quand on aura gagné plus, d'expérience. Et au niveau des points forts, bah, ça pourrait créer des premiers exemples d'élevage hors cage dans les pays asiatiques, ce qui serait utile pour faciliter la transition. Et l'autre argument, je vais en parler plus tard, donc je vais passer à la suite. On a également étudié ce qu'on pourrait faire pour lutter contre le développement de l'élevage intensif en Afrique, c'est-à-dire aller dans un pays africain, par exemple, qui est en train d'industrialiser son élevage, et essayer alors, j'ai marqué lutter contre le développement de l'élevage intensif, en fait, c'est pas tant ça, plutôt que d'essayer d'orienter le développement qui, de toute façon, aura lieu, vers des pratiques qui font moins souffrir, les animaux d'élevage. Par exemple, essayer que les cages ne soient pas utilisées par, les éleveurs là-bas, que les, souches à croissance rapide pour les poulets, qui font beaucoup souffrir les poulets, pareil, ne soient pas utilisées. Donc ça nous semblait potentiellement prometteur parce que, l'Afrique va être de plus en plus peuplée, il va y avoir une grosse industrialisation de l'élevage probablement, notamment en Afrique subsaharienne, donc probablement, en fait, que la plupart des animaux élevés dans 30 ou 40 ans, ce sera en Asie et en Afrique. Et si on pouvait réussir à orienter le développement de l'élevage maintenant pour que ça génère moins de souffrance pour les animaux, ça aurait potentiellement un impact énorme. Mais, on a décidé de ne pas mener cette intervention pour plusieurs raisons. Déjà, je pense qu'une bonne raison, en tout cas pour moi, je pense peut-être moins pour Cyril, qui était partant pour, aller faire cette intervention en Afrique, c'est la difficulté d'exécution et psychologique, liée au fait de travailler dans un autre pays. Ça aurait été également compliqué de savoir si on avait un impact, parce qu'on aurait sûrement travaillé avec, des politiques, des éleveurs pour essayer d'orienter les pratiques, mais c'est moins clair, par exemple, qu'une entreprise qui arrête d'utiliser les cages, ou pas. Et la tractabilité, c'est-à-dire le fait d'avoir du progrès sur cette campagne était probablement faible, parce qu'orienter toute une industrie vers de nouvelles pratiques, c'est compliqué, évidemment. Une version qui ressemble un petit peu à ça, mais qui était un peu plus, réalisable, un peu plus tractable, ça aurait été de se concentrer sur, l'Afrique du Nord, et travailler avec les entreprises pour, diminuer le nombre de poules élevées en cage, dans ces pays-là. Donc, notamment au Maroc, en Algérie, en Égypte et en Tunisie, l'élevage est déjà bien industrialisé. Il y a plusieurs dizaines de millions de poules qui sont élevées dans ces pays-là, et la plupart sont élevées dans des cages de batterie. Et donc les cages de batterie, c'est des cages qui sont interdites en Europe, en Union européenne, et qui génèrent énormément de souffrance pour les poules. Donc si on pouvait aider les poules dans ces pays-là, ce serait beaucoup de souffrance pour elles, qui serait évitée. Et comme le travail sur la sortie des cages, de façon générale, a bien marché pour le mouvement animaliste, on peut se dire qu'on aurait eu des progrès à faire là-dessus. Et la raison pour laquelle on n'a pas choisi ça, alors je dis «on», mais c'était moi qui étais responsable de la tâche de choisir, donc en fait, c'est moi qui ai choisi. Peut-être que certaines de mes collègues, auraient eu des choix différents du mien. Je pense pas, mais c'est possible. Hem, les points faibles de l'intervention, c'était d'abord que c'est peut-être une campagne qui est plus adaptée pour une ou 2 personnes qui iraient un peu explorer ce qui se passe dans ces pays-là, essayer de créer quelques relations avec, des militants, militantes, là-bas, avant de lancer une, association entière dans une campagne, très nouvelle dans un autre pays comme ça. Et comme pour, l'intervention précédente, il y avait les difficultés d'exécution, et les difficultés psychologiques, liées au fait de travailler dans un autre pays si on doit passer,
6 ou 8 mois par an, pas chez nous, tout simplement. On a également étudié ce qu'on pouvait faire pour réduire la souffrance des crevettes d'élevage, donc c'est Marine qui a fait ça. Donc la demande, en fait, est assez simple pour les crevettes, c'est qu'elles soient étourdies avant d'être, tuées. Les crevettes sont pas élevées en France, elles sont élevées notamment en Asie et en Amérique centrale, et en fait, comme ce sont des animaux très petits, et que les Français en mangent quand même une certaine quantité, en fait, en nombre d'individus qui sont tués chaque année pour la consommation française, c'est, donc environ un peu plus de 6 milliards. En tout cas, c'est les calculs que nous on a fait. Ce qui est énorme, c'est l'animal, qui est tué en plus grand nombre pour, nourrir les Français chaque année, et donc une intervention qui viserait à réduire leur souffrance lors de leur, mort, même si c'est une faible période de temps, leur nombre est tellement élevé qu'en fait, c'est quand même quelque chose qui réduirait beaucoup la souffrance, animale. Et un autre point fort de l'intervention, c'est que ça semble tractable. C'est-à-dire que c'est pas une demande qui est, démentielle pour les entreprises. Il suffit qu'elles changent de producteur. Or, il y a de plus en plus de producteurs qui, étourdissent leurs crevettes maintenant. Il y a le Shrimp Welfare Project qui en plus travaille avec les producteurs pour leur, fournir, des étourdisseurs, des stunners, pour qu'ils puissent étourdir leurs, crevettes, et donc il semble en fait que c'est probablement quelque chose qui pourrait être, réussi en France, de travailler par exemple avec, les supermarchés pour qu'ils s'approvisionnent en crevettes, étourdies avant d'être tuées, et c'est quelque chose qui diminuerait significativement la souffrance animale. Donc c'est quelque chose qu'on aurait pu faire, je pense, et la raison pour laquelle, je n'ai pas choisi cette intervention, c'est que je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire plus tard. Il y a urgence pour les crevettes, mais il y a urgence, pour tous les animaux, à les aider, et je pense qu'il y a d'autres interventions qui sont plus urgentes, et notamment les interventions dont je vais parler après. Heu, mais il est possible peut-être que, je sais pas, dans quelques années, on décide de travailler là-dessus, et c'est peut-être quelque chose aussi que d'autres associations pourraient faire, hem, avec quand même le point de vigilance sur le fait qu'il faut peut-être faire attention à pas demander trop de choses aux entreprises en même temps. Peut-être que les entreprises pourraient dire: «Ah bah oui, on a fait ça pour les crevettes, du coup, nous demandez pas de faire, telle autre chose pour les poulets». Mais voilà, je pense que c'est une intervention qui a l'air solide. Marine, qui a étudié l'intervention, pense aussi que c'est solide et que c'est peut-être quelque chose qui pourrait être, implémenté. Voilà. Ensuite, je passe au top 3 des idées sur lesquelles on a le plus hésité. Ent Et moi, j'ai beaucoup hésité entre ces 3 idées-là. Hem, L'idée numéro 3, donc top 3, médaille de bronze, c'est de travailler, heu, sur le European Chicken Commitment, qui est un ensemble de standards, qui permettent de réduire la souffrance des poulets de chair, s'ils sont implémentés. Donc il y a beaucoup de poulets de chair qui sont élevés en France, et encore plus qui sont mangés par les Français chaque année. Selon nos estimations, là tout de suite, il y a environ 90 millions de poulets dans les élevages français, et ils souffrent beaucoup. Et l'ECC permettrait de beaucoup diminuer leur souffrance. Alors je vais passer la slide d'après pour vous montrer. Alors, je vais essayer d'introduire ça efficacement. Evan, excuse-moi, mais est-ce que tu Oui, peux vaguement expliquer, ce que c'est que le CC? hem, bah, c'est un ensemble de standards, et ces standards-là, pour les poulets, ça va être par exemple, utiliser des poulets qui grossissent moins vite. Beaucoup des souffrances des poulets viennent, du fait qu'en fait, ils ont été sélectionnés génétiquement et non pas modifiés, pour, grossir très, très vite, ce qui leur, cause énormément de souffrance parce qu'en fait, leur corps, enfin leurs pattes, par exemple, ne peuvent pas supporter le poids de leur corps, et ça mène à beaucoup de choses que je vais pas décrire dans le détail parce que c'est un peu dur, mais voilà, ça crée beaucoup de souffrance. Il y a aussi le fait qu'ils sont élevés dans des densités très élevées, et que, par exemple, les méthodes d'abattage qui sont utilisées, le plus couramment, en fait, leur causent beaucoup de souffrance, et donc l'ECC, en fait, c'est un ensemble de standards qui essayent de remédier à tous ces problèmes-là, et ce qu'ont trouvé les scientifiques du Welfare Footprint Project, d'ailleurs, je recommande à toutes les personnes qui veulent aider les animaux, de lire leurs travaux. Je pense que c'est des travaux extrêmement importants. Ce qu'ils ont trouvé, en fait, c'est que quand un poulet est élevé selon les standards de l'ECC, donc sur cette capture d'écran, il y a 4 types, en fait, de souffrances. Donc, excruciating, c'est les types de souffrances les plus élevés.
disabling, qui pourrait être traduit par, handicapant ou, incapacitant. C'est une souffrance un peu moins élevée, mais quand même très élevée. La souffrance hurtful, qui pourrait être traduit par souffrance douloureuse, je sais pas. Heu, donc souffrance un peu moins élevée et enfin souffrance annoying, donc souffrance, embêtante, le type de souffrance le moins élevé. Et donc ils ont regardé pour chacun de ces types de souffrances, ce qui se passait pour les poulets quand on passait du scénario conventionnel, donc standard, au scénario ECC. Et donc ce qu'ils trouvent, c'est que pour chaque type de souffrance, les poulets, même s'ils continuent à souffrir beaucoup, souffrent significativement moins lorsqu'ils passent au scénario ECC. Et donc ça, quand on multiplie toute cette souffrance, diminuée par poulet, par le nombre énorme de poulets qui est élevé et par le fait qu'ils subissent des souffrances très élevées, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est très important et si on arrive à l'implémenter, ce serait une grande victoire pour les animaux. Donc ça, c'était, la raison principale, pour, vouloir travailler sur cette, campagne, que ça aide beaucoup les animaux. Et en plus de ça, il y a beaucoup d'entreprises, qui se sont engagées à implémenter le CC en France et donc, il y a un danger à ce que ces entreprises n'implémentent pas leurs engagements. Il y a encore cette histoire de dynamique de long terme dont je vais parler après. Voilà. Et par contre, dans les points faibles, il y a le fait que ça nous semble être une, campagne qui semble quand même difficile à implémenter, parce que contraire aux tendances de consommation, donc les gens mangent de plus en plus de poulet, contraire aussi aux tendances politiques qui ne sont pas du tout favorables au bien-être animal et aussi le fait que l'implémentation des entreprises, recule, sur, l'ECC. Et on pense aussi que ça aurait été difficile pour nous d'ajouter de la valeur, en plus de ce que fait L214 et Compassion in World Farming. Par exemple, en ce moment, il y a une campagne d'L214 pour, mettre la pression sur LDC, le, leader de l'élevage intensif de poulets. Donc voilà, ces 2 assos-là font déjà un très bon travail, sur les poulets et donc c'est pas clair que nous, notamment au début, alors qu'on n'est pas encore bien formés à ce genre de campagne, on puisse ajouter, de la valeur. Mais peut-être que ça pourrait changer dans le futur, si on se forme et que, on arrive à avoir des bons résultats sur la campagne cage. L'intervention qui a eu la médaille d'argent, ça aurait été le fait de travailler, avec, notamment la grande distribution, mais aussi sûrement les grandes chaînes de restauration pour réduire, hem, le volume de produits animaux qui sont vendus par ces entreprises-là et augmenter de l'autre côté les volumes d'alternatives végétales. Donc c'est une campagne en fait que va mener, L214, hem et l'idée, ça aurait été que, on ait un rôle, complémentaire et qu'on travaille, avec les entreprises, pour leur apporter de l'expertise technique, pour, récompenser celles, qui s'engagent, pour aussi, négocier avec elles, sur, ce qu'elles acceptent de faire ou pas en termes de diminution de la vente de produits animaux. Alors, c'est une campagne qui semble, prometteuse pour plusieurs raisons. La première étant bien évidemment que si on arrive à faire ça, si on arrive à significativement réduire le nombre, le volume de produits animaux vendus, c'est quelque chose qui va, d'un côté, beaucoup diminuer la souffrance animale et qui aussi pourrait vraiment changer la donne sur le long terme pour les animaux. Parce que la raison pour laquelle les animaux souffrent, bah, que c'est que les gens, veulent les mangent et donc il faut qu'on change, le rapport de notre société aux animaux. Voilà, donc pour cette raison-là, c'est une intervention prometteuse. Il y a aussi le fait qu'une campagne similaire a bien marché aux Pays-Bas, où, la plupart des supermarchés sont engagés à vendre moins de produits animaux et plus de produits végétaux. Voilà. Par contre, pour les points faibles, de l'intervention, il y a le fait, que c'est une grosse demande. Donc c'est clairement une intervention avec, risque élevé, que ça ne marche pas, mais par contre, gros impact si ça marche. Encore une fois, le fait d'avoir peur qu'on ait peu de valeur ajoutée par rapport à ce que L214 va faire, sur le sujet. Hem, un point aussi qui me semble important, c'est que c'est quelque chose de nouveau qui notamment n'a pas été testé pour l'instant en France et donc je vois un risque en fait à ce que 2 associations se lancent à la fois dans quelque chose de nouveau, qui n'a pas été exploré et je pense que c'est bien de plutôt, en général, essayer de faire des choses, qui ont un un track record, c'est-à-dire des interventions qui ont marché, qui ont été prouvées, et dont on sait qu'on a une bonne chance d'avoir un impact, grâce à elles.
Hem et encore une fois, je pense aussi qu'il y a, un risque à passer à une nouvelle intervention et à une nouvelle demande, sans que les entreprises, n'aient implémenté leurs demandes précédentes, par exemple sur l'ECC et les cages. Et donc pour moi, c'est un point qui va dans le sens de, hem, consacrer beaucoup d'énergie à leur faire implémenter, leurs engagements actuels. Et donc, l'idée qu'on a sélectionnée à la fin, après beaucoup d'hésitations, moi j'étais plutôt parti sur le fait de travailler sur la réduction, des ventes de produits animaux, et c'est à la fin que j'ai changé d'avis. L'idée qu'on a sélectionnée, c'est de travailler, heu, sur l'implémentation, des engagements hors cage, des entreprises, françaises. Donc, beaucoup d'entreprises françaises se sont engagées à, arrêter d'utiliser des œufs provenant de poules élevées en cage et même si la plupart ont appliqué leurs engagements, toutes ne le font pas encore. Et donc, notre campagne viserait à faire en sorte que ces entreprises qui se sont engagées implémentent leurs engagements. Donc ça, c'est une poule. Elle aussi, elle est mignonne et je donne un peu de contexte sur, la situation, heu, de l'élevage de poules dans le monde. Donc, c'est le deuxième vertébré terrestre élevé en plus grand nombre sur terre, après les poulets de chair. 84 sont élevés dans des cages de batterie dans le monde. Ces cages-là sont interdites dans l'Union européenne. Dans l'Union européenne, on utilise des cages dites, aménagées et c'est, je dirais, peut-être que des gens ne seraient pas d'accord avec moi, mais je dirais qu'en termes de ressources, hem, utilisées par le mouvement animaliste, c'est la principale campagne du mouvement depuis environ 10 ans, que ce soit en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde. Hem, sur la situation française plus précisément, il y a environ 46 millions de poules qui sont vivantes à tout moment dans les élevages et encore 27 sont élevées en cage, contre 70 en 2015 et ça, c'est grâce au travail, d'ONG, comme L214 et le CIWF, Compassion Inward Farming et donc 27 de 46, ça fait environ, 12, un peu plus de non, ça fait environ 12. Donc ça veut dire que là, tout de suite, il y a environ 12 millions de poules qui sont enfermées dans des cages, en France. Donc comme je le disais, la plupart des entreprises françaises sont engagées à arrêter d'utiliser des œufs cages, mais toutes n'implémentent pas leurs engagements, notamment la restauration hors domicile et les fabricants, donc les fabricants de gâteaux, par exemple. Et au niveau législatif, en France, la construction de nouveaux élevages cages est interdite, de même que l'agrandissement d'un élevage cage existant, donc c'est très positif. Et au niveau européen, la Commission européenne semblait sur le point de mettre fin aux cages, avant de se rétracter fin 2023, mais hem, la partie est loin d'être perdue. Il y a récemment eu un document, écrit par, plusieurs, lobbies, de la viande, mais aussi avec des associations animalistes et d'autres types d'acteurs, qui visaient, hem, une révision sur les cages aux alentours de 2026. C'est incertain, on ne sait pas si ça va se faire, mais voilà, c'est encore quelque chose qui est d'actualité et pour lequel il faut probablement qu'on travaille. Donc là, rapidement, je vous montre, des chiffres, comme ceux que je vous ai montrés pour les poulets de chair, mais cette fois pour les poules en cage. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le passage de furnished cage, donc cage aménagée, à cage free, donc élevage hors cage. Et donc on voit que l'élevage hors cage semble aussi, heu, réduire significativement la souffrance des animaux, notamment pour les, types de souffrance les moins élevés, donc les 2 en bas. En fait, c'est plusieurs milliers d'heures de souffrance en moins, pour les poules qui ne sont pas élevées en cage, par rapport à celles qui sont élevées en cage et c'est notamment dû au fait que les poules élevées en cage, en fait, il y a tout, un panel de choses qu'elles ont envie de faire, comme le fait de nidifier, le fait d'avoir la liberté de se déplacer comme elles veulent évidemment, le fait de prendre des bains de poussière, c'est très mignon les poules qui prennent des bains de poussière, le fait de pouvoir aussi, picorer, toutes ces choses-là, elles ne peuvent pas les faire en cage et donc c'est quelque chose qui va causer beaucoup de souffrance pour elles. Mais quand même, il faut noter que dans l'étude du Welfare Footprint Project, les, souffrances les plus élevées semblent légèrement plus présentes dans les élevages hors cage que dans les élevages cages, en tout cas pour les cages aménagées et la raison principale, c'est que les poules semblent se fracturer plus souvent, les, os, je crois que ça s'appelle l'os de la quille, au niveau de leur, poitrine, dans les élevages hors cage. Mais a priori, c'est quand même nettement moins de souffrance pour elles.
Alors, donc là, il me reste quelques slides, j'ai bientôt fini. Je passe en revue les points faibles de l'intervention. D'abord, c'est le fait que la réduction de la souffrance est plutôt faible par rapport à d'autres interventions comme le European Chicken Commitment ou fait de faire vendre moins de produits animaux, aux supermarchés et aux grandes chaînes de restauration. La raison pour laquelle la réduction de la souffrance est plutôt faible, ou en tout cas plus faible, c'est quand même beaucoup de souffrance, c'est que le nombre d'animaux visés est plus faible que pour les poulets, par exemple. Il y a 90 millions de poulets dans les élevages, il y a 12 millions de poules en cage, et le fait que la réduction de la souffrance par animal est plus faible, pour, la sortie des cages que pour, le CC. Un autre point faible, c'est que les dernières entreprises qui utilisent encore des œufs cages sont probablement, les plus dures à faire bouger, par définition. C'est des entreprises qui ont moins d'image publique, comme par exemple les grossistes, ceux qui, acheminent les denrées alimentaires, auprès des restaurants. Voilà, donc ça va être sûrement plus dur de les faire bouger. Il y a un risque d'impact contrefactuel faible. Donc l'impact contrefactuel, c'est l'impact, hem, que notre association, par exemple, va vraiment apporter. Hem et pourquoi est-ce que le risque d'impact contrefactuel est faible? C'est parce que puisque le nombre d'élevages en cage diminue déjà, donc on est passé de 70 en 2015 à 27 en 2023. Bah, peut-être en fait que cette, tendance va continuer et peut-être que, notre, association n'apportera pas assez de valeur ajoutée, du coup, parce que ça va se faire de toute façon. Alors si on a choisi cette intervention, c'est parce qu'on pense que ce risque-là n'est quand même pas trop élevé, mais voilà, c'est un risque. Maintenant, je passe au point fort de l'intervention. Donc quelque chose, dont j'ai brièvement parlé avant plusieurs fois, c'est qu'il nous semble qu'il est important sur le long terme que les entreprises implémentent, les engagements qu'elles ont pris. Hem, donc notamment beaucoup d'entreprises ont pris des engagements sur la sortie des cages et il y a un risque en fait à ce que si certaines entreprises voient qu'elles, n'implémentent pas leurs engagements et que en fait, ça leur coûte rien, c'est-à-dire qu'on leur met pas la pression, leurs clients ne leur disent rien. Il y a un risque que sur le long terme, les entreprises, pour d'autres demandes, se disent: «Ah bah oui, en fait, je peux dire que je vais faire ça, mais en fait, ça me coûtera rien de pas implémenter, donc autant que je le dise, que je vais le faire», et voilà, et donc en fait, ça risque de rendre notre travail et le travail aussi des futurs, militants et militantes plus compliqué sur le long terme si, les associations maintenant ne font pas en sorte que les entreprises implémentent leurs engagements. Donc ça, c'est un point qui nous semble, vraiment important. Un autre point important, c'est que cette campagne semble plus facile que le CC, pour, plusieurs raisons différentes dont j'ai un peu parlé, mais les cages, tout le monde comprend ce que c'est. Les cages, enfin la sortie des cages n'est pas trop coûteuse à implémenter pour les entreprises. Il y a déjà beaucoup, de producteurs qui font du hors cage, donc c'est aussi plus facile pour les entreprises de s'approvisionner. Hem, les entreprises qu'on ciblerait sont peut-être quand même, non, quoique non. Non, ce point n'est pas vrai. Donc on garde les 3 premiers points. Donc voilà, la campagne sur les cages semble compliquée, mais pas non plus, insurmontable, et donc pour une association comme la nôtre qui est nouvelle, sur ces campagnes-là, ça semble bien pour, en fait, pour nous former à ce travail de, collaboration et campagne, avec les entreprises, et peut-être que plus tard, on pourra se servir de l'expérience acquise pour, mener, d'autres campagnes, hem, comme le CC, mais ça peut être plein d'autres choses aussi. C'est une campagne qui est sûrement tractable, c'est-à-dire, on pense qu'on peut avoir, on a des bonnes chances, d'avoir, de réussir, et la raison, c'est donc les raisons que j'ai données avant, et le fait que les campagnes hors cage ont eu beaucoup de succès par le passé. Voilà, grâce à L214 et aussi WF, on est passé de 70 à 27 de poules en cage en France. Dans d'autres pays, il y a des tendances très similaires. Voilà, donc il y a des bonnes raisons de penser que c'est quelque chose sur lequel on peut avoir du succès. Et enfin, un point qui est un peu moins important que les 3 autres, mais qui est important quand même, c'est que cette campagne, du coup, s'inscrit dans la campagne plus globale pour mettre fin aux cages au niveau de l'Union européenne, et ça nous semble très important que, les cages soient interdites par l'Union européenne. C'est quelque chose qui réduirait beaucoup la souffrance animale. Ce serait un gros succès législatif, pour le mouvement animaliste qui pourrait ensuite, créer une dynamique positive pour le mouvement, pour avoir d'autres types de campagnes, enfin d'autres types de victoires, pardon, sur d'autres types de campagnes. Et enfin, c'est un peu comme pour les entreprises en fait, si, par exemple,
la Commission européenne se dit: «Ah bah, je peux promettre quelque chose aux animalistes et puis si ça m'arrange pas 4 ans après, en fait, je dis: Non, c'est bon, je change d'avis». C'est quelque chose aussi qui risque d'affaiblir notre mouvement et donc on voit un intérêt aussi à nous inscrire dans cette dynamique de mettre fin aux cages, au niveau de l'Union européenne de façon, plus globale. Voilà, et peut-être pour moi conclure avant de passer la parole à Morgane pour, la conclusion finale. Heu, je suis personnellement très content, du fait qu'on a réussi à changer comme ça, de cap. Je pense que notre association est mieux positionnée maintenant qu'elle ne l'était il y a 6 mois pour, aider efficacement les animaux. Je pense que le travail qu'on a fait est de bonne qualité, qu'il n'était pas facile à faire. Voilà et j'espère aussi, que ce travail pourra peut-être servir à d'autres associations, même si les rapports pour l'instant sont très brouillons, surtout les miens, donc ça va être compliqué de les partager tels quels. Mais j'espère aussi que ce travail pourra servir à d'autres, personnes, dans le futur qui veulent, aider efficacement les animaux. Morgane, je te redonne la parole. Merci. Et tu peux cesser le partage d'écran peut-être ou pas? Eh ben merci Kévan, c'était, enfin, moi j'ai trouvé ça très bien, donc voilà. Et je voulais terminer en fait, en annonçant, aux personnes qui peut-être, ne sont pas encore dans le réseau de d'Anima, et bien que, nous avons un site internet, un nouveau, dont je vais, vous partager, le lien et en fait, le meilleur moyen de suivre, les actualités de notre mouvement, c'est par le biais de la lettre d'information qui est, ma foi relativement fournie, je dirais. Je j'attends des critiques constructives, là-dessus bien sûr parce que, c'est moi qui la gère et donc je ne saurais trop vous recommander de vous y inscrire. Normalement, les personnes qui, étaient inscrites à la lettre d'information d'assiette végétale le sont également, mais on a migré, de service d'emailing, donc il est possible qu'il y ait quelques petites, adresses email qui se soient perdues. Donc, n'hésitez pas et n'hésitez pas aussi à nous contacter. Pour l'instant, j'ai pas, d'appel à l'action plus militant à vous formuler parce que, ben, on vient d'arriver, sur cette, nouvelle campagne. Ce que je peux vous certifier, c'est que, on s'y met dès maintenant et que ça va envoyer du pâté végétal. Voilà. Et sur ce, ma foi, je passe la parole à Guillaume. Merci beaucoup pour toute cette présentation. On voit que c'est un sacré travail d'évaluer notre impact en tant qu'association, votre impact en tant qu'association, mais aussi, enfin, c'est au moins aussi difficile, ça semble pire, d'estimer l'impact possible d'autres actions possibles. Vraiment incroyable tout ce travail réalisé. Euh, oui, il y a eu quelques petites remarques. Et tant que c'est enregistré, j'en profite pour les personnes qui verront ça sur YouTube, qui n'ont pas le chat. Kevin, tu as dit tractable, ça veut dire en gros faisable. Implémenter, c'est aussi un anglicisme pour mettre en œuvre. Voilà. Euh, et donc, merci pour les différentes questions qu'il y a eu dans le chat. On va essayer d'en prendre quelques-unes. Si vous n'hésitez pas à les mettre dans le chat, vos questions. On continue à enregistrer pour que on puisse avoir aussi sur YouTube les réponses. Et si après vous en avez assez d'écrire dans le chat, vous pourrez aussi les poser verbalement en levant la main avec la fonctionnalité prévue à cet effet sur Zoom. Mais en attendant, peut-être qu'on peut commencer par le chat, pardon. Je vais profiter que c'est moi qui ai la parole pour le moment pour demander juste un petit peu psychologiquement comment est-ce que vous avez vécu cette transition, comment ça s'est passé, cette démarche de remise en, en question ouais, de votre activité. Vous en avez un peu parlé, mais je veux bien que vous en redisiez un petit peu un mot parce que c'est particulier. Enfin, évidemment, donc moi je représente un peu l'altruisme efficace ce soir et c'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur de se demander si, en gros, on fait quelque chose qui est, alors pas forcément totalement optimal, mais est-ce qu'on manque des choses importantes pour atteindre nos objectifs? Est-ce qu'on pourrait faire beaucoup mieux? Euh, voilà. On t'entend pas, Coco.
Pardon, est-ce que Cyril ou Marine, est-ce que vous voulez partager, ça? Pour aussi parler ou est-ce que c'est juste Morgane et moi? On peut ouvrir la parole. Bah, ce sera un avis à la fois personnel et qui reflète celui de l'équipe, je pense, mais disons qu'à partir du moment où on a eu, les résultats de notre, étude d'impact, je pense qu'il était assez évident pour nous qu'on pouvait faire autre chose et qu'on devait faire autre chose même puisque, le but de notre association, étant la réduction de la souffrance animale, on avait entre nous des informations qui nous disaient que ce qu'on faisait actuellement, n'était pas optimal en fait pour, accomplir cette mission et je pense que c'est vraiment ça qui a permis, bah, d'évoluer, de faire évoluer notre travail et de changer d'intervention comme ça. Alors pas du jour au lendemain, hein, puisqu'on a quand même pris le temps d'étudier nos options. Mais je pense que voilà, on était tous très au clair sur ça et c'est ce qui a permis que, voilà, on puisse laisser tomber une campagne pour en commencer une nouvelle. OK, merci beaucoup. J'ai vu Bah, attends, moi je peux pass partager un truc, pardon, excuse-moi, Kevin. rapidement. Moi, ça m'a beaucoup fait stresser, surtout que c'est, moi je pense qui avait beaucoup poussé pour qu'on change de campagne et donc ça m'a beaucoup stressé à la fois au début de me dire que ça y est, on avait arrêté et que c'était peut-être de ma faute et qu'on allait peut-être pas trouver quelque chose de mieux et j'ai aussi beaucoup stressé à la fin, pour faire le choix final. C'était pas facile, voilà. Je pense que ça a été une période assez stressante pour moi ces derniers mois. Je pense que ça l'a été, effectivement pour tout le monde à tout le monde a eu des phases, quoi. C'est, faut s'imaginer et je pense que pour nos donateurs et nos donatrices, ça a dû être pareil, quand on dédie en fait, du temps, de l'argent, des moyens et cetera, pour une action, pour une mission, bah, quand on se rend compte qu'en fait on pourrait mieux faire, c'est toujours un petit peu difficile parce que, bah, on se lève tous les matins pour ça, quoi. Hem, mais rapidement, je pense, on s'est dit que, bah, c'était une opportunité de faire encore mieux pour les animaux et ils le méritent largement. Donc finalement, moi, j'en ressors qu'avec du positif et juste beaucoup d'excitation, de faire encore mieux, quoi. Voilà, j'espère que c'est un sentiment partagé, je sais que ça l'est par l'équipe, mais au-delà de l'équipe. Bah, pour moi, oui. OK, alors, je vais essayer de revoir un petit peu les questions. Hem, il y a eu, une question intéressante qui était de Nour. Nour demandait: «Comment, expliques-tu, Kevin, que les interventions que tu as étudiées toi-même sont les plus prometteuses? Est-ce qu'il y a eu une présélection, en amont?» En gros, avec des estimations, à la louche peut-être, mais une présélection. Ouais, c'est une bonne remarque. Peut-être qu'effectivement, il y a un risque comme je suis à la fois comme c'est moi qui ai choisi l'intervention à la fin, que j'ai été biaisé sur les interventions que j'ai moi-même étudiées. Je pense que c'est probablement le cas d'ailleurs. J'espère juste que ça n'a pas trop été le cas. Je pense aussi que moi, du coup, j'ai étudié les interventions, en fait, qui sont les plus classiques, je dirais, cage et ECC notamment, peut-être un peu moins la réduction des produits animaux et je pense qu'en fait, au fur et à mesure de l'étude, on s'est un peu rendu compte qu'il y avait les choses nouvelles étaient relativement peu prometteuses, enfin moins prometteuses que ce qu'on pensait. Par exemple, sur les poissons, moi je pensais que les poissons allaient être très hauts, et en fait, moins que ce que je pensais. Donc je pense que c'est aussi parce que j'ai étudié les campagnes plus classiques et qu'on s'est retrouvé à se rendre compte que les campagnes plus classiques semblaient les plus prometteuses. OK, super. Une autre, question qui était de Léa, c'est, donc je lis la question: «Pour le nombre de jours passés dans les élevages comme indicateur de départ, est-ce que cela signifie que vous partez du principe que les souffrances moyennement intenses mais prolongées en élevage sont prioritaires par rapport aux souffrances extrêmes et courtes au moment de l'abattage? Et si oui, sur quelle base?» Une question un peu sur la comparaison, des Ouais. intensités. Donc, ma présentation avec le nombre de jours en élevage était un peu simplifiée parce qu'effectivement, le nombre de jours en élevage, ça donne en fait la durée de la souffrance si on veut et ensuite il faut ajouter à ça l'intensité de la souffrance et donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait, dans notre étude d'impact et dans nos calculs. Là, je l'ai pas fait par, manque de temps dans la visio
Et sur la question de la comparaison entre les souffrances, moyennes mais prolongées comparées aux souffrances très élevées mais plus brèves, bah, il y a beaucoup d'incertitudes là-dessus et en fait, tout ce qu'on peut faire, c'est mettre des nombres dessus, dire par exemple, bah, je pense que la souffrance lors de l'abattage, d'un poisson qui n'est pas étourdi, c'est 10 000 fois pire que la souffrance, moyenne d'une poule en cage, par exemple, ce genre de choses. Donc on a essayé de faire des estimations comme ça. On s'est pas non plus appuyé de façon cruciale dessus parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, mais donc voilà, c'est juste il faut à un moment, il faut mettre des nombres si on veut essayer d'analyser ça et ces nombres-là sont un peu subjectifs, hormis ceux du Welfare Footprint Project qui quand même, hem, ont fait un travail, assez complet sur le sujet. Et je me permets, Guillaume, il y a une question que j'ai vue, c'est une question de Peter Michael. Pendant l'analyse comparative entre toutes les actions possibles, est-ce que votre activité précédente avec assiette végétale était incluse? Et eh bien, la réponse est oui. Ce qui était pratique avec l'analyse de cette intervention, c'est qu'en fait, on l'avait déjà faite dans le cadre de la mesure d'impact justement qu'on avait fait en début d'année. Et donc, du coup, on n'a pas eu besoin de refaire cette mesure d'impact. Elle était déjà là, les chiffres étaient déjà là. Donc, tout ce qu'on avait à faire, c'était comparer l'intervention donc sur la restauration collective française avec les autres interventions qui ont fait l'objet de nos recherches dans le cadre du labo. Super. Une autre question, je vous propose qu'on essaye de faire encore 3-4 questions et pour pas finir trop tard. Une question de Yves Bonnardel, c'était pourquoi faire appliquer des engagements qui ont été obtenus par L214 ou CIWF alors qu'eux-mêmes sont bien placés pour le faire et qu'ils ont des grands moyens, enfin, des moyens supérieurs en tout cas. Oui, hem, alors un premier point, je pense, c'est qu'il faut faire attention à ne pas trop se dire, parce que telle, association mène telle intervention, heu, il n'y a pas besoin de plus de travail sur le sujet. Donc ça, c'est un premier point, je pense, qui est d'ailleurs, je pense parfois dans l'altruisme efficace, on utilise le paramètre caractère négligé pour savoir à quel point une, intervention est prometteuse. C'est-à-dire que on peut se dire que plus une intervention est négligée, moins de personnes travaillent dessus, plus elle est prometteuse. Hem, je pense que c'est quelque chose auquel il faut faire, attention, le caractère négligé, voilà. Et pour répondre plus précisément à la question, il y a certains types d'entreprises, notamment la restauration hors domicile où, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais pas s'il y a encore des personnes d'L214 mais, heu, dans le dans le dans le chat là, L214 et le CWF n'ont pas les moyens de couvrir toutes les entreprises non plus, ils ont d'autres, campagnes, et de nos échanges avec eux, il ressort qu'il y a une place, pour ce travail-là avec les entreprises, sur l'implémentation des engagements. Mais je suis d'accord que c'est un risque aussi de rajouter quelque chose à quelque chose qui est déjà bien fait, on pense que là, le risque n'est pas trop élevé. Et à ce sujet, Gaston ajoutait une petite question. Il disait peut-être que du coup le travail d'Anima serait ah oui, peut-être que L214 du coup a une position qui les empêche d'être vus comme des partenaires. Et du coup, il disait: «J'imagine qu'une diversité de postures peut être bénéfique». Curieux d'entendre la réponse en tout cas. Oui, peut-être, je pense qu'on ne sait pas nous exactement encore quelle posture on va avoir. Il faut qu'on voit ce qui marche ou pas. S'il y a besoin à un moment de faire des campagnes pour mettre la pression, ben, on les fera. Hem, ouais, je sais pas trop quoi en penser pour l'instant ça, de l'importance d'avoir une diversité d'acteurs. Je dirais plutôt oui, mais je pense on est encore un peu ignorant sur ce genre de campagne, donc je m'avance pas trop. Enfin, quand je dis «on», c'est, Anima, en France en tout cas. Merci Kevin. J'avais une question aussi qui était, est-ce que vous anticipez une évolution des besoins en financement, donc de assiette végétale à Anima? Est-ce que voilà, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue du financement de l'association? Hem, c'est un défi, parce que du coup on a des fondations, des financeurs, des financeuses qui pour certains,
C'est pas encore sûr de la proportion, mais vont vouloir aller voir ailleurs, pour plusieurs raisons, hein, qui leur appartiendront. Mais aussi, on avait prévu des subventions, enfin des demandes de subventions qui, du coup, avec le revirement de l'association, sont tombées à l'eau. Et là, bah, du coup, là, pour cette année, on est déjà en déficit de 60 000 euros par rapport à ce à ce qu'on a dû dépenser pour nos actions. Donc il y a effectivement un enjeu sur les financements. Et moi, mon objectif, ça va être à la fois d'essayer d'attraper des financeurs institutionnels, donc ça veut dire des entités, ça peut être des fondations, etc. Mais aussi et surtout de développer les dons individuels parce que c'est ceux qui nous permettent d'avoir le plus d'indépendance en fait dans notre approche et justement de pouvoir bah, travailler, enfin être flexible et de pouvoir du coup adapter nos campagnes à ce qui est le plus pertinent qu'on fasse. Donc voilà. Mais juste pour noter que dans le cadre de la recherche d'intervention, donc l'association qui s'appelait avant Assiette Végétale a organisé une levée de fonds et franchement on a été très agréablement surpris et soulagés par l'investissement des donateurs et des donatrices qui se sont mobilisés à hauteur de plus de 8 000 euros en comptant les dons mensuels spécifiquement dédiés à cette campagne et les dons ponctuels, et aussi les donateurs et donatrices mensuels plus historiques de l'association qui, pour le moment, pour la majorité d'entre elles et eux, ne quittent pas le navire. Donc, bah, merci, continuez, parce qu'on a besoin de vous. Voilà. Et je crois juste qu'il y avait une question sur pourquoi faire appliquer des engagements qui ont été obtenus par L214 ou CIWF alors qu'ils sont bien placés pour le faire eux-mêmes. Oui, Il y avait Cyril qui avait un peu répondu à la question, hein, mais j'ai posé on a traité cette question. ah oui? Ah bah Oui, zut, alors c'est moi qui avais électroencéphalogramme plat. Très bien. pas de souci. Oh, Euh, il y a juste Jérôme Quillet qui demande pourquoi un changement abrupt plutôt que progressif. Avez-vous considéré le risque associé au fait de ne pas suivre l'application des engagements que vous avez obtenus en tant qu'assiette végétale? Peut-être Cyril, tu pourrais répondre à la question là-dessus? Ouais. Euh, je pense que on va continuer d'une part à faire de la veille pour être prêt au cas où il y a besoin de faire un travail législatif. Donc prochaine opportunité de faire passer une loi, on la saisira peut-être. Donc je ne dirais pas qu'on a totalement arrêté. Pour ce qui est du suivi des engagements, bah, en fait le seul engagement qu'on pourrait vouloir suivre, c'est celui du CNUS, donc des Crous dans leur ensemble, des restaurants universitaires. Je pense que si on voit de loin que ça suit pas la trajectoire annoncée, il sera toujours temps de voir ce qu'on peut faire. Mais il n'y a pas de choses, disons, il n'y a pas d'engagement qu'on a vraiment lâché comme ça. On n'a pas saboté un travail. On a plutôt arrêté de continuer à faire du démarchage, à accompagner des collectivités, etc. Mais il n'y a pas d'engagement qu'on a laissé en plan, si ça répond à la question. Je trouve qu'il y a quand même un léger risque à arrêter de travailler avec la restauration universitaire. Je suis pas sûr que le temps que ça nous aurait pris vaut, enfin, vaut les résultats qu'on aurait eu grâce à ça, mais je pense que moi je dirais que c'est vrai que c'est un petit risque qu'on prend d'arrêter le suivi. Enfin, je trouve la remarque de Jérôme. Enfin, moi, c'est un truc que j'avais en tête aussi, ce risque-là. Mais du coup, l'hypothèse qu'on avait un petit peu, si je me souviens bien, quand on en avait discuté les premières fois, c'était que avec une intervention plus efficace pour les animaux, du coup, on pourrait compenser d'éventuels, enfin, ce risque-là qui me semble quand même, enfin, qui me semble minime quand tu vois comment a évolué la restauration universitaire et même les échos là qu'on en a eu plus récemment, tu vois, dans les bruits de couloir. Ça me semble plutôt bien parti, mais c'est vrai que le risque existe. Et si on en a terminé avec les questions, je proposerais, Guillaume, que tu coupes la visio et enfin que tu coupes l'enregistrement. Et moi, j'aimerais bien qu'on fasse une photo de groupe.